Je donne maintenant la parole à son Excellence Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans s'est terminée la pire des guerres de toute l'histoire de l'humanité, avec plus de 70 millions de victimes des combats, de la faim et des maladies. En 1945, le cours de l'histoire a changé à jamais. Le triomphe sur le nazisme allemand dont le drapeau battait sur la majorité de l'Europe et la victoire sur le militarisme japonais a ouvert la voie à la paix, à la reconstruction et à la prospérité. Cette année, à Moscou et à Pékin, il y a eu les grandes fêtes liées au 9 mai et au 3 septembre en l'honneur de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu de grands défilés militaires symbolisant la contribution majeure du peuple de l'Union soviétique pour la défaite de l'Allemagne nazie et pour symboliser le rôle particulier du peuple de Chine pour vaincre le Japon militariste. Et nous honorons la fraternité militaire. Un des résultats permanents de cette guerre fut la création des Nations Unies. Les principes des pères fondateurs jusqu'à aujourd'hui sont le phare de la coopération internationale. Ils incarnent l'expérience de coexistence des États et gardent toute leur pertinence en cette époque de multipolarité. Il faudrait simplement que tous les États respectent ces principes dans leur intégralité. Dans la pratique, néanmoins, tout semble différent. Partout, il y a des violations flagrantes du principe de l'égalité souveraine des États et cela sape la confiance même en la justice et cela mène aux crises, aux conflits. Le fond du problème, c'est les tentatives incessantes de diviser le monde entre les siens et les autres, entre les démocraties et les autocraties, entre la jungle et les jardins en fleurs, entre ceux qui sont menus et ceux qui sont autour de la table, entre les élus qui peuvent tout se permettre et les autres qui, pour une raison qu'on ignore, doivent servir les intérêts des milliardaires. Nous prônons le respect à la lettre du principe de l'égalité. C'est le gage de ce que tous les pays pourront avoir leur place en toute dignité dans l'ordre mondial, indépendamment de leur puissance militaire, de leur population et de la taille de leur territoire et de leur économie. Le principe du non-recours à la force, de la non-menace du recours à la force, également a été foulé par l'Occident maintes reprises. Et des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, l'attaque de l'Irak par les États-Unis et sa coalition, l'opération militaire de l'OTAN en Libye sont devenus des tragédies. Aujourd'hui, le recours à la force par Israël contre les Palestiniens, les agressions contre l'Iran, le Qatar, le Yémen, le Liban, la Syrie et l'Irak menacent de faire exploser tout le Moyen-Orient. La Russie a condamné vigoureusement les attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Néanmoins, tuer cruellement la population civile et les attentats sont injustifiables. Rien ne peut justifier la punition collective de la population de la bande de Gaza où l'on bombarde et l'on fait mourir de faim des enfants palestiniens, où l'on détruit écoles, hôpitaux et des milliers de personnes n'ont pas de logement. Rien ne justifie les projets d'annexion de la Cisjordanie. En fait, s'il s'agit d'une tentative, d'une certaine sorte, d'un renversement d'un gouvernement afin d'enterrer la décision de l'ONU sur la création d'un État palestinien. Récemment, des États occidentaux ont déclaré reconnaître l'État de Palestine. Et leur intention n'avait été annoncée qu'il y a quelques mois. Ceci nous amène à nous poser une question. Pourquoi ont-ils attendu si longtemps? Peut-être qu'ils espéraient que bientôt, au moment de l'Assemblée générale, il n'y aurait plus rien à reconnaître. La situation exige qu'on agisse urgemment pour ne pas laisser se dérouler ce scénario dans l'intérêt et de participants
de la conférence internationale de haut niveau sur la Palestine. Il est mérité de condamner les attaques contre les installations de l'Iran sous les garanties de l'AIEA et notamment également les attaques contre le Qatar où il y avait des pourparlers avec le Hamas, avec des médiateurs américains. Hier, au Conseil de sécurité, l'Occident a rejeté une proposition rationnelle de la Chine et de la Russie pour proroger l'accord de 2015 pour donner du temps à la diplomatie. Cela a révélé la politique pour saper toute recherche de solution et cela a bien montré la volonté de l'Occident d'exercer du chantage et des pressions contre Téhéran pour parvenir à des concessions. Cette politique est inacceptable. Toutes les manipulations de l'Occident sont illégales contre l'Iran. L'Occident est habitué de ne pas respecter le principe de non-ingérence dans l'affaire intérieure avec les révolutions dites de fleurs. Et quel que soit le prétexte justifié, l'essence des sanctions est toujours le même. Écraser les concurrents politiques, économiques. La Russie prône la levée immédiate sans condition préalable du blocus commercial qui pèse sur Cuba depuis 60 ans. Et il faut l'exclure de la liste tristement célèbre des pays parrains du terrorisme. Nous disons notre solidarité avec le peuple du Venezuela qui subit les pressions des sanctions et différentes menaces. Nous sommes pour le maintien en Amérique latine de la zone de paix et de coopération. Un exemple flagrant du non-respect de la souveraineté et de l'ingérence flagrante des affaires intérieures d'autres États, c'est les agissements d'Occident dans les Balkans où la nécessité de respecter les décisions du Conseil de sécurité n'est pas respectée. Et la reconnaissance unilatérale de l'indépendance du Kosovo en violation de la résolution 1244 est une atteinte à l'État de la Serbie. Aujourd'hui, l'Occident a commencé à mettre à mal l'État de la Bosnie-Herzégovine, sabotant les accords de paix de Dayton. Et au Kosovo et en Bosnie, il y a une attaque contre les intérêts vitaux du peuple serbe, y compris contre leurs droits traditionnels, les droits traditionnels de l'orthodoxie serbe, tout comme le régime de Kiev qui a pris le pouvoir suite à un renversement non constitutionnel organisé par l'Occident en 2014, Kiev a commencé l'élimination de l'Église orthodoxe d'Ukraine, a pris des mesures législatives pour éliminer la langue russe dans tous les domaines, éducatifs, culture, médias. L'Ukraine est le seul pays au monde dont la législation a interdit l'utilisation de la langue maternelle de pratiquement la moitié de sa population. La langue arabe n'est pas interdite en Israël et l'hébreu n'est pas interdit dans les pays arabes ni en Iran, mais la langue russe est interdite en Ukraine. J'aimerais rappeler que l'article 1 de la Charte des Nations Unies mentionne la nécessité de respecter les droits de l'individu et les libertés fondamentales pour tous, indépendamment de la race, de la langue, de la religion et du sexe. L'Europe se tait sur le sujet, aveuglée par son but d'attaquer la Russie. Et pour ce faire, le régime de l'Ukraine a droit à tout, notamment mener des attentats terroristes contre des journalistes, avoir décidé de sentences extrajudiciaires, bombarder des installations civiles, mener des tortures, mener des sabotages non loin de stations électroniques. La Russie, et comme l'a dit le président Poutine, depuis le début, est ouverte à des négociations pour écarter les causes profondes du conflit. La sécurité de la Russie, ses intérêts vitaux doivent être garantis. Les droits des Russes, des russophones sur les territoires restant sous le contrôle du régime de Kiev doivent être rétablis et pleinement respectés. Et c'est sur cette base que nous sommes prêts de parler de discussions sur les garanties de la sécurité d'Ukraine. Pour l'instant, ni Kiev ni ses alliés européens n'envisagent de comprendre la gravité du moment. L'alliance Atlantique, malgré les assurances données aux dirigeants soviétiques de ne pas progresser vers l'Est, continue leur expansion. Et malgré les obligations des membres de l'OTAN prises au sein de l'OSCE pour la sécurité indivisible. À plusieurs reprises, nous avons rappelé aux capitales de l'OTAN de respecter leurs obligations. Et
Notre proposition, nos différentes propositions, notamment de décembre 2021, n'ont pas été prises en compte et ne le sont toujours pas. En outre, on entend de plus en plus des menaces de recours à la force contre la Russie que l'on accuse pratiquement d'attaquer des pays de l'OTAN ou de l'UA. Le président Poutine a nié ces provocations plusieurs fois. La Russie n'a pas eu de telles intentions. Mais toute agression à l'encontre de mon pays se heurtera à une réponse forte. Et il faut qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, ni au sein de l'OTAN, ni au sein de l'UE, ni parmi ceux qui essaient de convaincre leurs électeurs d'une guerre inévitable avec la Russie et qui leur demandent de se serrer la ceinture et qui, de façon publique, menacent d'attaquer Kaliningrad et d'autres territoire russe. Nous avons quelques espoirs dans le dialogue russo-américain, notamment suite au sommet en Alaska. La logique du gouvernement des États-Unis actuellement a pour but d'aider le règlement de la crise ukrainienne et veut également faire preuve avoir une interaction pragmatique sans posture idéologique. La Russie et les États-Unis ont une certaine responsabilité quant à la situation dans le monde et le fait d'éviter les risques qui pourraient conduire à une nouvelle guerre mondiale. Le soutien à l'aide stratégique doit être renforcé par la nouvelle initiative de la Fédération de Russie du 22 septembre et sa volonté d'avoir des restrictions qualitatives majeures dans le cadre du START au cours d'un an après l'expiration du 5 février 2026. Si les États-Unis agissent de façon analogue et n'entreprennent aucune mesure qui pourrait nuire au rapport de force existant de dissuasion. Nous pensons que la réalisation de cette proposition permettrait de réunir les conditions nécessaires pour éviter la course aux armements stratégiques, pour le maintien d'un niveau mutuellement acceptable de prévisibilité dans le domaine nucléaire et des missiles, et cela améliorerait l'atmosphère de relations entre la Russie et les États-Unis. Chers collègues, en décembre, nous allons fêter le 65e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de la déclaration de l'octroi de l'indépendance aux peuples et pays coloniaux. Le processus de décolonisation, avec un rôle revenant à l'Union soviétique, a été la conséquence directe de la réalisation du droit des peuples à l'autodétermination. Les peuples d'Afrique et d'Asie ont refusé de vivre sous le joug des colonisateurs, comme après le renversement du gouvernement en 2014, en Ukraine, la Crimée et le Donbass ont refusé de se soumettre au régime néonaziste de Kiev qui non seulement ne représente pas les intérêts de leur population, mais a déclenché une guerre contre eux. Et on a appliqué le principe inscrit dans la déclaration de 1776, déclaration d'indépendance répétée plusieurs fois par de nombreux présidents américains ensuite. Le principe est le suivant. Les gouvernements reçoivent leur légitimité seulement avec le consentement de leur population. Les colons et le régime de Kiev n'a aucun accord de la part des gouvernements, des populations qui veulent gouverner. Ce principe a été répété dans la déclaration de 1970. Tout le monde doit respecter l'intégrité territoriale des pays dont les gouvernements représentent toute la population qui vit sur leur territoire. Aujourd'hui, l'Afrique et le Sud mondial connaissent un nouvel élan pour atteindre pleinement leur indépendance. Et l'ONU ne doit pas rester en marge de cela. En décembre, on a adopté la résolution de l'Assemblée générale sur l'élimination du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Nous appelons à titre de mesure suivante d'adopter une décision pour déclarer le 14 décembre la journée internationale de lutte contre le colonialisme. Nous saluons le rôle joué par le groupe des Amis de la Charte des Nations Unies pour renforcer les efforts pour s'opposer aux pratiques néocolonialistes à l'encontre de la majorité de la population de la communauté internationale. Nous appelons tous les États indépendants à y participer. À participer à ce groupe et à cette initiative. L'équilibre des forces dans le monde est tout à fait différent de celui qui existait il y a 80 ans. Le processus de décolonisation et les autres grands changements d'ampleur ont changé la carte politique. La majorité aujourd'hui déclare ses droits. Le rôle de la coopération de Shanghai, les BRICS,
joue un rôle particulier pour la concorde des intérêts des pays du Sud mondial et de l'Est. L'UA, la CELAC et d'autres groupes régionaux se renforcent. Cette nouvelle donne doit être reflétée dans les rouages de notre organisation. La réforme du Conseil de sécurité est particulièrement importante. La Russie prône sa démocratisation exclusivement grâce à l'augmentation des sièges pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Nous soutenons la déclaration du Brésil et de l'Inde pour être permanent au Conseil de sécurité tout en corrigeant l'injustice ancienne à l'encontre de l'Afrique selon les paramètres convenus par les pays du continent eux-mêmes. Récemment, le secrétaire général, M. Guterres, a proposé une réforme d'ensemble de l'ONU. Nous ne sommes pas contre le fait d'en débattre de façon publique et il faut que cela soit axé sur le retour de l'ONU aux principes fondamentaux qui figurent dans la charte et que l'Occident depuis longtemps essaie de remplacer par son ordre fondé sur les règles. Il est important que l'on travaille de façon transparente avec la participation de tous les États, prenant en compte les intérêts de tous les États. Nous appelons le secrétaire général et tous les autres acteurs à respecter le principe de l'impartialité conformément à l'article 100 de la charte. On ne peut pas tolérer un coup d'État de palais au sein du secrétariat, sa privatisation par un petit groupe de pays. La composition du secrétariat doit refléter la nouvelle donne, garantir une représentation équitable des pays du monde entier. Nous espérons un débat constructif lors d'une séance extraordinaire du Conseil de sécurité que la Russie, en tant que président du Conseil, prévoit d'organiser le 24 octobre. La réforme de l'ONU n'est qu'une partie de l'ensemble de la transformation du système de la gouvernance mondiale avec démocratisation de FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC proportionnellement au rôle et au poids du Sud mondial et de l'Est dans les finances, le commerce et l'économie. Dans les discussions, on ne peut pas faire fi du fait qu'aujourd'hui, la sécurité internationale se détériore. J'ai déjà parlé des raisons, mais je vais répéter la principale, la volonté de garder son hégémonie avec la force militaire. Dans une logique de l'affrontement, on voit entrer de plus en plus de pays, de régions. L'OTAN est déjà à l'étroit au sein de l'Europe et apparaît dans le Pacifique, dans le détroit de Taïwan, sapant les mécanismes universels de la NAS et créant des menaces, pas simplement pour la Russie et la Corée du Nord, mais également pour d'autres pays de la région. C'est une nouvelle étape d'expansion de dirigeants de l'OTAN qui est justifiée, soi-disant, par les dirigeants de l'OTAN, par l'indivisibilité de la sécurité euro-atlantique de celle de la région Indo-Pacifique. La Russie essaie de proposer une alternative à cette politique dangereuse et de mettre en place dans le continent euro-asiatique une architecture indivisible et égalitaire, pas simplement pour les membres de l'OTAN, mais pour tous les membres, incluant les membres de la CEI, de la NAS, de l'OTSE et de l'Organisation de coopération de Shanghai et les membres du Conseil de coopération du Golfe. Le Bélarus et la Russie proposent d'élaborer une charte euro-asiatique de diversité et multipolarité du XXIe siècle. Ce processus est inévitable suite au fait que l'Occident est vidé de sens le modèle euro-atlantique de garantie de sécurité dans le cadre de l'OTAN, de l'UE et de l'OSCE. Nous ne voyons pas de perspective à rétablir ce modèle. Or, c'est l'objet de réflexion dans plusieurs capitales européennes. S'agissant de l'avenir, il ne faut pas oublier les enseignements du passé, notamment quand on voit poindre en Europe le nazisme, une militarisation avec des slogans anti-russes. Et c'est d'autant plus inquiétant que plusieurs dirigeants politiques au pouvoir à Bruxelles et dans des capitales de l'UE et de l'OTAN, de façon très sérieuse, commencent à parler de la Troisième Guerre mondiale comme un scénario probable. C'est responsable, sape tous les efforts pour rechercher un équilibre des intérêts de tous les membres de la communauté internationale
essayant d'imposer leur logique unilatérale aux autres, sapant le principe que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, fondamental du respect de la souveraineté des États. C'est justement cette égalité qui est le fondement de la multipolarité naissante. La Russie ne prône pas la révolution contre quiconque. Notre pays a connu plus de révolutions que tout autre pays. Nous appelons simplement les États membres et les dirigeants du secrétariat à respecter à la lettre tous les principes de la charte de l'ONU sans qu'il y ait deux poids, deux mesures. Alors, l'héritage des pères fondateurs de l'ONU ne sera pas gâché. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, thank the Minister for Foreign of the Russian Federation. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Je donne maintenant